y a tout juste quelques semaines, nous avons fêté les 30 ans du web. 30 ans déjà pour une innovation qui a profondément révolutionné, bouleversé notre manière de découvrir, d'apprendre, de nous informer, puis aussi de nous distraire, de commercer et évidemment de nous connecter. À cette occasion, son inventeur, Tim Berners-Lee, qui est devenu d'ailleurs Sir Tim Berners-Lee puisqu'il a été décoré par la reine d'Angleterre et fait chevalier, a publié une tribune. Et dans cette tribune, il annonce qu'il voit des menaces planer sur son invention. En premier de la liste des menaces qu'il annonce se placent les cyberattaques soutenues par les États, la cybercriminalité et le cyberharcèlement. Par ailleurs, dans une étude récente, 9 experts de la cybersécurité sur 10 pensent que nous sommes d'ores et déjà en pleine cyberguerre. 9 sur 10. Quand on parle de cybersécurité, il faut savoir qu'il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est un phénomène individuel. On a l'impression, quand on surfe sur l'Internet, parfois, qu'on est dans une ville en danger, qu'il faut circuler dans des véhicules blindés, qu'il faut construire des miradors, mettre des barbelés partout, parce qu'à chaque coin de rue, à chaque instant, on court le risque de se faire rançonner, et donc il faut se méfier de tout et de tous. Par ailleurs, au niveau collectif, le World Economic Forum, en 2019, dans la liste des risques principaux qui menacent l'économie, a déclaré que le 4e risque qui menace l'économie mondiale, ce sont le vol de données, et le 5e, les cyberattaques. Et ces menaces arrivent devant les migrations de masse et devant la guerre de l'eau. Alors, on peut se poser la question, et pour faire un parallèle avec le monde de l'écologie, dans quel état allons-nous laisser notre planète? Dans quel état sera le monde demain? Et ce parallèle sur l'Internet, c'est dans quel état est l'Internet aujourd'hui et dans quel état sera l'Internet que nous laisserons à nos enfants. Vous avez sûrement entendu parler aussi de menaces globales et de virus globaux. Je vais citer 2 noms qui circulent sur l'Internet depuis 2 ans maintenant, WannaCry et NotPetya, qui sont ce qu'on appelle des ransomware, des logiciels virus qui chiffrent les données des ordinateurs ou des serveurs et ensuite demandent une rançon aux propriétaires de ces ordinateurs pour libérer la donnée qui a été chiffrée. Ces attaques ont non seulement ruiné des entreprises, elles ont aussi forcé des sociétés à fermer des usines. Ça a été le cas de Renault, ça a été le cas de Saint-Gobain et récemment d'une société producteur d'aluminium en Norvège. Ces attaques ont mis à mal des pans entiers de l'économie de certains pays, à commencer par le monde de la santé en Grande-Bretagne, les hôpitaux anglais qui ont été rançonnés et inopérants pendant quelques semaines. Donc on a une menace aujourd'hui qui est sérieuse et qui s'explique en particulier par 4 phénomènes. Le premier phénomène, c'est évidemment la nature humaine. Il y aura toujours des gens malveillants qui chercheront à abuser d'autres personnes, à les rançonner. Le deuxième élément, c'est un jeu du chat et de la souris, qui sont certes mignons, mais qui, dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, sont beaucoup moins. On a d'un côté les défenseurs, qui en permanence cherchent à imaginer des solutions, de nouvelles formes de protection, et de l'autre côté des attaquants, qui vont adapter leurs tactiques, leurs stratégies, pour pénétrer les réseaux ou les ordinateurs, développer de nouveaux rançongiciels ou de nouveaux virus, et arriver à leur fin. Et ce ping-pong dure depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que les premiers virus ont été inventés et la tendance, très clairement, est en train de s'aggraver. L'autre phénomène dans la cybersécurité, c'est que le monde se digitalise et toute page de code, toute nouvelle application est susceptible de contenir des erreurs humaines, des erreurs de programmation, des faiblesses ou des failles qui seront ensuite utilisées, exploitées par les attaquants pour arriver à leur fin. Et on en arrive à avoir des brosses à dents connectées, des voitures évidemment connectées, des balances connectées. Et donc l'informatique et le code informatique rentrent dans l'ADN de notre société. Et ce code informatique, il n'est pas invulnérable, il détient souvent des failles qui sont utilisées par les attaquants. Un nouvel aspect de la logique de cette cyberguerre,
c'est le côté asymétrique de la menace. On a d'un côté des défenseurs qui, par exemple, pour une grande entreprise, doivent dépenser des centaines de millions pour protéger tous les aspects de leur système, tous les aspects de leur réseau, les postes de travail, les utilisateurs nomades, les serveurs, les clouds, etc. Et de l'autre côté, des attaquants qui, pour quelques dizaines, centaines de milliers d'euros, peuvent trouver un point faible, un seul point faible dans la cuirasse, ou en l'occurrence dans la citadelle de Vauban, pour arriver à leur fin et pénétrer le réseau de l'entreprise. Donc on a une menace asymétrique qui fait que la dynamique dans le domaine de la cybersécurité depuis des années va en s'aggravant et que la situation devient de plus en plus critique et que les alertes sont lancées par tout un tas de personnes et d'experts, y compris le fondateur du web, pour nous alerter. Alors je vous dresse aujourd'hui un panorama très sombre, assez angoissant. Est-ce qu'effectivement, naviguer sur l'Internet demain va devenir impossible, commercer va devenir impossible? On a cette dynamique malsaine entre la défense et l'attaque. On a le sentiment parfois que l'attaque prend le dessus. Et heureusement, depuis environ 3 ans, un nouvel espoir apparaît, et cet espoir, c'est l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, en quelques mots, ou un exemple concret, c'est la capacité des ordinateurs, des machines et des systèmes à reproduire un comportement humain, en particulier en ce qui concerne l'apprentissage, la logique et la capacité de reconnaissance. Et donc, en matière informatique, un programme très simple sera capable de savoir que tous les jours, vous vous connectez depuis un poste de travail sur un réseau à Toulouse. Et qu'il faudrait vous alerter si le système détecte que cet ordinateur, cet utilisateur que vous êtes, se connecte depuis Paris. Un programme plus sophistiqué, alimenté par exemple, votre calendrier, vos réservations de voyage, vos réservations d'hôtel, pourra savoir que le vendredi, vous êtes parfois à Paris, et donc éviter de vous envoyer une alerte lorsque vous vous connectez de Paris. Et quand vous augmentez la dimension de l'équation avec des centaines, des millions de personnes, et évidemment des centaines et des milliers de bases de données qui alimentent, il faut une puissance de calcul, il faut une intelligence artificielle pour être capable de traiter ces données et apprendre petit à petit de bons comportements pour ne pas vous envoyer des alertes quand la situation est normale, et au contraire, pour vous alerter quand la situation est exceptionnelle. Alors l'intelligence artificielle, elle a besoin de 3 choses principales pour exister. La première chose, c'est une grande puissance de calcul. Le deuxième élément, c'est évidemment des programmes informatiques, des algorithmes, comme souvent on les appelle, de plus en plus sophistiqués qui vont traiter la donnée et utiliser le maximum de la puissance de calcul des machines à leur disposition. Et le troisième élément dans cette intelligence artificielle, c'est le volume de données qui vont alimenter ces systèmes. Donc on entend très souvent parler de la donnée, c'est le nouveau pétrole, la nouvelle énergie. Et pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, le traitement de masse des données, a besoin d'un grand volume de données. Or, quand on est du côté de la cyberdéfense, on a un avantage très important qui est justement un accès à un volume de données phénoménal. On peut savoir quels sont les systèmes, les machines, les ordinateurs sur un système d'information. On peut connaître les utilisateurs, leurs identités numériques, leurs comportements. On peut placer des sondes sur le réseau pour récupérer le flux du réseau et analyser ce flux. On peut avoir des sources d'informations externes sur les menaces en temps réel. On peut, etc., etc. Donc le volume de données qui est possible de traiter quand on est du côté de la cyberdéfense est extraordinairement important. Et il explose en ce moment. Parallèlement, on a une situation où la ressource humaine, l'expertise disponible, est un problème. L'année prochaine, en 2020, il y aura au niveau global plus de 1,5 million de positions non occupées dans le domaine de la cybersécurité. Donc si vous êtes motivé pour changer de carrière ou trouver un job, la cybersécurité est porteuse. 1,5 million par manque de compétences, par manque d'expertise, par manque de personnel formé sur le marché. Et quand on a cette équation, beaucoup de données à traiter et peu de ressources humaines, c'est clairement l'opportunité idéale pour l'intelligence artificielle de briller. Et d'ailleurs, depuis environ 3 ans, 100% des startups que je vois pour des partenariats, pour des conseils, pour des investissements, ont, dans leur approche technologique, incorporé des éléments de machine learning, d'intelligence artificielle
d'automatisation, parce que ça devient fondamentalement nécessaire à la survie et à la victoire de la cyberdéfense. On a aussi, depuis quelques années, et c'était d'ailleurs en 2016, des centres de recherche qui ont commencé à développer des systèmes autonomes. La première démonstration, c'était en 2016 dans un événement qui s'appelait le Cyber Grand Challenge, organisé par l'Agence de l'innovation pour la défense et la sécurité américaine. Pendant ce challenge, des machines, il y avait 8 finalistes, s'affrontaient pour démontrer la capacité d'un système totalement autonome à trouver des failles dans des logiciels, à bloquer les attaques sur ces logiciels et à corriger ces failles. Mais évidemment, comme le symbolise cette épée, c'est une arme à double tranchant. L'intelligence artificielle utilisée du côté de la cyberdéfense, quasiment maintenant systématiquement dans les approches technologiques des startups et des sociétés qui se développent et qui innovent, mais aussi évidemment du côté des attaquants. Il y a beaucoup d'exemples, je vous en donnerai 2. Le premier, c'est un journaliste anglais qui s'appelait Andrew McGill, qui a fait une petite expérience l'année dernière. Il a posté sur Internet un logiciel domotique de façon non protégée et sans en faire la publicité. Ce logiciel, il l'a reposté plusieurs fois. Il s'est aperçu qu'il suffisait d'une dizaine de minutes pour qu'il soit détecté et attaqué par des robots informatiques qui automatiquement allaient chercher des vulnérabilités dans le code et le mettre à mal. 10 minutes, c'est impossible que ce soit fait par des humains. Il y a déjà du côté de l'attaque des automatisations, des systèmes qui vont automatiquement attaquer les logiciels non protégés, même si ceux-ci ne sont pas médiatisés et publics. Le phénomène est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié du trafic sur Internet est généré par des machines. C'est du trafic qui n'est pas humain. On a dépassé les 50% très récemment parce que les objets connectés se multiplient, parce qu'il y a ce qu'on appelle des crawlers qui vont chercher des informations sur l'Internet, et 15% environ de ce trafic automatique est considéré comme malveillant. Donc la proportion du trafic malveillant sur Internet est en croissance permanente et démontre aussi que les cybercriminels, les cyberattaquants utilisent l'automatisation et le machine learning et l'intelligence artificielle pour mettre à mal les systèmes. Un deuxième exemple, lui aussi qui date de 2017, c'est un logiciel de conversation automatique que Microsoft avait lancé, qui s'appelait TAI, Thinking About You, TAI, l'acronyme de Thinking About You, qui était censé converser avec des adolescents, c'était une cible 19-25 ans, pour, de façon automatique, interagir et apprendre de cette interaction. Et Sun Tzu avait écrit il y a très longtemps que l'art de la guerre est basé sur la duperie. Et l'exemple de TAI est intéressant parce que Microsoft a été forcé de débrancher, de désactiver ce robot et l'expérience en moins de 16 heures, parce qu'un groupe d'activistes avait commencé à alimenter les conversations et à polluer l'intelligence artificielle de ce système jusqu'à le rendre raciste, violent, et donc forcer Microsoft à le débrancher. Donc là, on a une autre tactique de la part des attaquants, qui est la pollution des données qui nourrissent l'intelligence artificielle, qui nourrissent la capacité de l'intelligence artificielle à apprendre et donc à progresser. La duperie fait partie de la cyberguerre, elle fait évidemment partie de la guerre de façon générale. Alors on est vraiment aujourd'hui dans une logique de course aux armements, et tout le monde a en tête l'exemple de l'URSS qui s'est effondrée parce que les États-Unis ont mis plus d'argent sur la table, ont lancé des efforts de guerre des étoiles, etc., qui ont mis à mal la capacité de l'URSS à avoir un modèle pérenne et à surinvestir dans la sécurité par rapport aux besoins économiques généraux. Dans la cybersécurité, c'est la même chose. Je suis convaincu qu'il va falloir mettre des ressources en commun, des ressources d'entreprise, des ressources d'État. D'ailleurs, en novembre l'année dernière, a eu lieu à Paris, à l'UNESCO, dans le cadre du Forum de gouvernance de l'Internet, un appel, l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Cet appel, il a été signé par 65 États, des centaines d'agences gouvernementales, plus de 300 en l'occurrence, et des centaines d'entreprises. Donc on a d'ores et déjà une mobilisation des États, des agences gouvernementales et des entreprises pour mettre en commun des ressources, ou en tout cas avoir des intentions de mettre en commun des ressources et trouver un cadre à la cyberguerre. Mais, comme on l'a vu aussi
dans le domaine du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique, les efforts au niveau des États, les déclarations de bonnes intentions ne suffisent pas. Et je suis persuadé que seule une mobilisation individuelle de tous les internautes, du collectif, va, mettant la pression sur les États, permettre effectivement à terme de potentiellement forcer les États, les gouvernements et les entreprises à mettre en commun des ressources pour que ces ressources soient largement supérieures à celles qui peuvent être du côté de l'attaque, et donc de finalement mettre fin à la cyberguerre. Et donc, ce n'est peut-être pas l'intelligence artificielle seule qui mettra fin à la cyberguerre, mais très clairement l'intelligence collective. Merci.